Donc, sur la continuité du cours précédent, dans lequel nous avons passé en revue les aspects, les moyens et les méthodes de l'entraînement. Donc, en continuité, nous allons donc traiter un des aspects que nous avons évoqués lors de ce premier cours, lors de la première partie du cours précédent, à savoir les aspects de l'entraînement qui sont au nombre de 5, l'entraînement physique, l'entraînement technique, l'entraînement tactique et l'entraînement technique et psychologique. Donc, aujourd'hui, le cours va nous allons nous intéresser à travers ce cours à l'aspect physique. Alors, l'entraînement physique, structure et contenu, et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à une des capacités physiques, comme par rapport à la définition que nous avons donnée la dernière fois, si vous avez bien retenu que l'entraînement physique consiste dans le développement de l'ensemble des capacités de conditions physiques ainsi que l'ensemble des capacités coordinatives. Les capacités de conditions physiques, nous les avons précisées, nous les avons délimitées en 3 grandes capacités: capacité de force, capacité de vitesse et capacité d'endurance, et bien sûr avec les combinaisons et les corrélations qu'il y a entre toutes ces capacités qui forment un complexe qui s'appelle que l'on désigne de conditions physiques. Donc l'entraînement physique, la première capacité qu'on doit prendre, sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, c'est les capacités de force. Alors, l'entraînement physique, un petit rappel. C'est les capacités, capacité de conditions physiques, endurance, force, vitesse, reposant avant tout sur des processus énergétiques. B, c'est l'ensemble des capacités de coordination, équilibre, orientation, réaction, réadaptation, etc., qui reposent avant tout sur des processus centraux de commande de régulation nerveuse. La souplesse occupe une place intermédiaire entre les 2 groupes de capacités. Voici la définition, voici la structuration de l'entraînement physique globalement. Ceci est un schéma qui récapitule toute la structure de la composition de l'entraînement physique avec ses 2 composantes principales: les capacités de condition physique et les capacités coordinatives. Vous remarquez que la souplesse est placée entre les 2, sachant qu'elle peut être étudiée dans l'une ou dans l'autre des capacités, ou bien c'est parce que cette capacité repose et sur les processus énergétiques et sur la régulation nerveuse. Donc nous remarquons bien que les capacités de conditions physiques englobent 3 grandes capacités: capacité de force, capacité d'endurance, capacité de vitesse. Cependant, les capacités coordinatives regroupent 7 grandes capacités: capacité de combinaison motrice, la réaction motrice, l'équilibre moteur et les autres, l'équilibre moteur, la réadaptation motrice, l'analyse motrice et autres. Restons dans la sphère de la condition physique, des capacités de condition physique. Donc, nous avons dit que nous avons énuméré les 3 grandes capacités, à savoir les capacités d'endurance, les capacités de force et de vitesse. Et nous avons dit qu'il y a bien sûr, ces capacités ne se manifestent jamais à l'état pur, ni à l'entraînement, ni dans les gestes compétitifs. Elles sont toujours combinées entre elles de façon à donner naissance à d'autres capacités. Alors, entre l'endurance et la force, nous avons l'endurance de force. Entre l'endurance et la vitesse, nous avons l'endurance de vitesse.
Entre la vitesse et la force, nous avons la force-vitesse, et entre l'endurance et la force-vitesse, nous avons l'endurance de force. L'endurance de force-vitesse. Voici donc le complexe des capacités de conditions physiques, telles que présentées par les spécialistes. Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, ce complexe ne suffit pas à lui dans le cadre de l'entraînement physique. Il ne faut pas oublier que les capacités de coordination font aussi partie intégrante de l'entraînement physique. Restons puisque le sujet d'aujourd'hui c'est la capacité de force, donc il est quand même important de passer en revue le taux d'entraînabilité des différentes qualités physiques chez l'adulte non entraîné. Alors, en considérant un adulte sain et apte à l'entraînement, mais qui n'est pas entraîné, les spécialistes ont estimé un certain taux d'entraînabilité de chacune de ces différentes capacités de conditions physiques. Alors, pour l'endurance aérobie dynamique générale, ce qu'on appelle la VO2 max, son taux d'entraînabilité est d'environ 40%. L'endurance aérobie dynamique locale est de 100% à 10 fois le niveau initial. La force maximale jusqu'à 40% du niveau initial du groupe musculaire impliqué. La vitesse de 15 à 20%, parfois légèrement plus. La vitesse a un taux d'entraînabilité très limité. La souplesse, pour ce qui est de la souplesse, son degré d'entraînabilité absolue n'a pas d'intérêt car elle requiert généralement un niveau de développement optimal en fonction de la discipline sportive. La coordination n'étant limitée que par les spécificités biomécaniques de la discipline. Voilà, donc ceci est un aperçu global sur le taux d'entraînabilité de différentes capacités, des différentes composantes de l'entraînement physique, des principales composantes, on va dire des principales composantes de l'entraînement physique. La force, comme première capacité de l'ensemble du complexe des capacités de conditions physiques, les capacités de force ou bien la force. La définition que nous avons retenue, alors la définition la plus couramment utilisée est la tension, la force est définie comme étant la tension qu'un muscle ou un groupe de muscles peut opposer à une résistance en un seul effort maximal. Je reprends, la définition la plus couramment utilisée de la force est la tension qu'un muscle ou un groupe de muscles peut opposer à une résistance en un seul effort maximal. Voici une classification des différentes formes de manifestation de la force. Donc en fonction de critères qu'on retient, nous avons ici 6 critères pour classifier la force. Et bien sûr, ces critères sont utiles dans la conduite de l'entraînement de cette capacité pour arrêter les objectifs pédagogiques de la séance d'entraînement par rapport à l'entraînement de cette capacité. Donc si on retient le critère de la topographie, nous avons donc la force localisée, ou bien la force locale, et la force globale. La force au niveau des biceps, c'est une force localisée. Par contre l'ensemble du corps, quand on parle de l'ensemble des groupes musculaires, on parle de force globale. En fonction de la spécificité, le critère de spécificité, nous avons, par rapport aux critères de spécificité, nous avons la force générale et la force spéciale. Par rapport au mode de travail, par rapport à la spécificité, bien sûr, par rapport à la spécialité, nous avons des capacités, des composantes de force qui sont considérées comme étant générales et d'autres qui sont considérées comme étant spécifiques, qui interviennent directement dans les gestes compétitifs de la discipline. Pour ce qui est du mode de travail, nous avons dans la manifestation de la force, nous avons 2 modes de travail musculaire. Donc nous avons la force dynamique et la force statique. C'est-à-dire que le muscle manifeste ses capacités de force sous 2 modes de travail, soit dans le mode dynamique ou bien dans le mode statique. Par rapport au poids du corps,
ça aussi c'est important comme critère, nous avons la force du poids. Par rapport à la force du poids, nous avons donc la force absolue et la force relative. Bien sûr, la force absolue, c'est celle que manifeste un athlète ou un sportif ou un individu par rapport à un groupe musculaire bien défini. Et l'état brut, lorsqu'on rapporte cette valeur de force par rapport au poids du corps, on appelle ça la force relative. Et bien entendu, généralement, plus le poids du corps est élevé, plus la force absolue est élevée. Cependant, on remarque l'inverse quand il s'agit de la force relative. La forme d'expression. Alors, la forme d'expression, les spécialistes ont arrêté 3 formes d'expression de la force. On parle de la force maximale, la force vitesse et l'endurance de force. La force maximale, la force vitesse et l'endurance vitesse, c'est celle, bien sûr, si vous parlez bien, c'est par rapport donc, à ce schéma-là, vous remarquez que la force se manifeste donc l'endurance de force, force maximale, si on considère pour la force ici, force maximale, la force vitesse et l'endurance de force. Voici la zone de la force par rapport à ce diagramme, ce triangle de structuration de la condition physique. Donc le secteur de la force, c'est celui-là de gauche en bas à gauche, donc qui représente la zone des capacités de force. Nous revenons donc aux différentes classifications que nous avons entamées tout à l'heure, la classification des capacités de force. Donc, par rapport à la forme d'expression, nous avons donc la force maximale, la force vitesse et l'endurance de force. Il y a une petite, on s'excuse, il y a une petite répétition ici. Une petite erreur d'orthographe. Voilà. Alors, maintenant que nous avons pris connaissance des différentes formes d'expression, le dernier critère, le 5e critère à droite, c'est-à-dire donc différentes formes d'expression qui sont la force maximale, la force vitesse et l'endurance de force. À partir de ces 3 formes d'expression, il existe encore d'autres combinaisons de manifestations, de formes d'expression de la force. Donc, et en combinant cette classification par rapport à toutes les autres classifications, donc la force, qu'elle soit locale, spécifique ou générale, elle se manifeste toujours sous un mode de travail dynamique ou bien statique. Et lorsqu'elle se manifeste sous la forme dynamique, elle décline en force maximale, elle peut être distinguée en force maximale, en force vitesse ou bien en endurance de force. Par contre, lorsqu'elle se manifeste sous son mode de travail statique, elle se décline uniquement en deux formes d'expression, à savoir la force maximale statique ou bien l'endurance force statique. Vous remarquez qu'il n'y a plus de force vitesse, étant donné que la forme de manifestation du geste est statique, donc il n'y a plus de vitesse, on ne peut pas parler de vitesse. Quelques définitions par rapport à ces différentes variantes de la forme d'expression de la force. Donc la force dynamique, c'est l'expression de la force au cours de l'exécution d'un mouvement. La force maximale dynamique, c'est la plus grande force possible que peut exercer le système neuromusculaire par une contraction volontaire d'un mouvement.
La force-vitesse est caractérisée par la capacité du système neuromusculaire à surmonter une résistance avec la plus grande vitesse de contraction possible. L'endurance force dynamique, elle représente la capacité de la musculature à résister à la fatigue dans des efforts de longue durée. La force statique est la tension engendrée volontairement par un muscle ou un groupe musculaire contre une résistance fixe dans une position donnée. Enfin, l'endurance force statique, elle dépend très étroitement de la force maximale statique. Voici quelques définitions que vous pouvez retrouver sur le cours, le support écrit du cours que que vous pouvez télécharger à partir du site de diffusion des cours de l'ESSTS. Voici à présent les corrélations entre les trois formes principales de la force dynamique, telles qu'elles ont été expliquées tout à l'heure. Alors, le triangle de la force, les trois pôles, ce sont l'endurance de force dynamique, d'abord la force maximale à gauche, en bas à gauche, l'endurance de force dynamique en haut, et à droite c'est la force, en bas à droite c'est la force vitesse. Entre l'endurance de force dynamique et la force vitesse, nous avons l'endurance de force vitesse. Et entre l'endurance de force dynamique et la force maximale, nous avons l'endurance de force maximale. Entre la force vitesse et la force maximale, nous pouvons décliner deux autres formes de manifestation de la force, à savoir la force explosive et la force de départ, qui sont très spécifiques au sport de course et notamment. Voyons à présent quels sont les facteurs biologiques qui déterminent le niveau de développement des qualités de force. Alors, cinq facteurs sont retenus comme étant les facteurs biologiques qui définissent ou qui déterminent le niveau de développement de cette capacité. Alors, le nombre d'unités, d'abord le nombre d'unités motrices synchronisées. C'est typiquement physiologique, donc vous savez que plus il y a d'unités motrices qui interviennent dans l'action, plus la valeur de la force est importante. C'est pour ça qu'il y a une régulation de la valeur de la force en fonction des objets ou en fonction de la résistance qu'on veut développer. C'est-à-dire que le muscle, lorsque se déploie en matière de force, il ne se mobilise pas avec toutes ces unités motrices, mais il mobilise un certain nombre d'unités motrices en fonction des besoins. La mise en jeu d'un plus grand nombre de fibres. Pour revenir au premier facteur, bien entendu, beaucoup d'unités motrices quand le niveau de force n'est pas suffisamment développé, c'est parce que beaucoup d'unités motrices ne sont pas suffisamment entraînées, ne sont pas réveillées et ne participent pas encore au geste et à la manifestation de la force dans le cadre d'un geste bien déterminé. La mise en jeu d'un plus grand nombre de fibres. Bien sûr, une unité motrice est composée d'un certain nombre de fibres. Plus le nombre de fibres dans l'unité motrice est important, plus la valeur de la force est importante. La section des muscles impliqués, bien sûr, plus le muscle est gros, plus la valeur de sa force qui peut manifester est plus grande. Enfin, avant-dernier critère, c'est l'affinement des coordinations intramusculaires. Ce n'est que dans une deuxième phase que la fibre elle-même se transforme. C'est-à-dire que d'abord, pour gagner de la force, après avoir gagné un nombre d'unités motrices, un nombre de fibres musculaires, l'athlète peut gagner de la force en affinant les coordinations intramusculaire. Et l'évolution qualitative de la fibre musculaire n'intervient que dans un stade
plus évolué. Donc c'est un stade plus poussé que l'on passe à la phase de l'évolution qualitative de la fibre musculaire. Enfin, les capacités de coordination intermusculaire. La coordination du geste musculaire, bien entendu, tout le monde le sait, surtout les spécialistes, ceux qui sont spécialisés dans les disciplines où la force est déterminante pour la performance, pour l'haltérophilie. La qualité coordinative du geste est très importante pour faire manifester, pour faire apparaître, pour exprimer le maximum, pour maximaliser la valeur de force manifestée. C'est pour ça qu'il y a un affinement technique très important dans ce genre de sport. Méthodologie. Voici à présent l'approche méthodologique de l'entraînement à la force. Vous remarquez que le principe général de cette méthodologie, de cet entraînement, cette approche méthodologique, consiste à dire que l'entraînement à la force ne présuppose pas un développement maximum des aptitudes de l'athlète dans ce domaine. Bien sûr, à part certaines disciplines où la force est déterminante, telles que l'haltérophilie, le lancer de poids et le javelot aussi, le marteau, les disciplines de force, toutes les autres disciplines ne requièrent pas forcément un développement maximum des capacités de force. Ça, c'est le principe général à retenir. Donc, le développement de la force au niveau général, comme au niveau spécifique, se fait de manière à satisfaire au mieux les besoins de la discipline sur un plan qualitatif, quantitatif et topographique. C'est-à-dire non seulement qu'on doit chercher la valeur de la force, la quantité, c'est-à-dire la force en termes de quantité, en termes de qualité, c'est-à-dire la sous-qualité ou la composante de force qu'il faut, la valeur de force qu'il faut, et surtout l'endroit où la force doit être, cette force doit être développée. C'est-à-dire l'endroit, c'est-à-dire le groupe musculaire où on doit être localisé. La force chez le coureur de fond, par exemple, ne doit pas être développée jusqu'à entraver les aptitudes à associer force et vitesse. Ça, c'est le principe général à retenir lorsqu'on aborde l'entraînement, c'est l'entraînement des capacités de force. Chacun dans sa discipline. Voici les formes ou bien les objectifs de l'entraînement de force. Nous avons deux objectifs, deux formes principales de l'entraînement de la force, donc l'entraînement général et l'entraînement spécifique. Pour ce qui est de l'entraînement général, ses missions ou ses objectifs consistent à assurer donc, le développement harmonieux de l'ensemble des groupes musculaires. Son rôle, donc le rôle de l'entraînement général à la force, c'est d'assurer un développement harmonieux de l'ensemble des groupes musculaires. Lorsque cet entraînement est rationnellement combiné avec l'entraînement spécifique, lorsque cet entraînement général est rationnellement combiné avec l'entraînement spécifique, il permet d'acquérir une topographie optimalisée de la force. Grâce à l'entraînement général, donc on obtient une répartition topographique, c'est-à-dire à travers les différents groupes musculaires du corps, la plus rationnelle et la plus optimale. Enfin, l'entraînement général permet l'usage de l'effet de transfert pour favoriser les aptitudes à la force les plus utiles dans la spécialité. Et enfin, l'entraînement général garantit le transfert positif de l'ensemble des capacités de force dites générales en qualité de force spécifique. Pour ce qui est de l'entraînement spécifique, c'est clair, il permet d'orienter le développement des aptitudes à la force selon les besoins de la spécialité. Selon les besoins de la spécialité, nous avons vu, soit en valeur de force, quantité, soit en qualité, c'est-à-dire type de force qu'il faut, et la topographie, c'est-à-dire le groupe musculaire sur lequel doit porter ce développement.
À présent, examinons la gamme des exercices de force et leur classification. Donc, comme nous l'avons vu la dernière fois, donc les moyens de l'entraînement, dans le cadre des moyens de l'entraînement, nous avons dit que les moyens principaux de l'entraînement, ce sont les exercices. Donc, et nous avons vu qu'il existe 4 sortes d'exercices, les exercices généraux, auxiliaires, spécifiques et compétitifs. Par rapport à la force, par rapport aux capacités de force, donc si on retenons cette répartition des exercices et en l'appliquant sur cette composante de la condition physique, de l'entraînement physique, à savoir la capacité de force, donc nous avons des exercices généraux de force, des exercices auxiliaires de force, des exercices spécifiques et des exercices compétitifs. Donc, alors, par rapport aux exercices généraux, le degré de similitude de ces exercices, le degré de similitude structurelle avec les actions de compétition n'a pas grande importance. Alors, il faut savoir que concernant les exercices généraux, le degré de similitude structurelle avec les actions de compétition n'a pas une grande importance. C'est-à-dire, on ne cherche pas à toucher les groupes musculaires, ni les qualités de force spécifiques, ni toute cette structuration-là, ni la valeur de force nécessaire dans la spécialité. Peu importe. Donc, mais, bien entendu, c'est-à-dire les exercices de force. Les exercices de force en matière de valeur de force doivent être des valeurs très réduites par rapport aux besoins de la spécialité. Ils sont destinés, donc toujours par rapport aux exercices généraux, ces exercices sont destinés à prévenir d'éventuels déséquilibres imputables à la spécialisation. Ça permet de rééquilibrer la topographie et même le développement de la force de façon harmonieuse pour tout le corps. Ils sont empruntés pour la plupart à la technique gymnique et à l'haltérophilie. C'est ce qu'on appelle la musculation. Donc, la musculation permet de rééquilibrer les déséquilibres entraînés par l'entraînement spécifique. Et il prépare aussi, ce sont des exercices qui préparent le passage à des exercices plus spécifiques. On appelle les transferts d'acquis en matière de force. Les exercices auxiliaires, ce sont des exercices intermédiaires qui gardent beaucoup d'aspects généraux, mais qui commencent déjà à ressembler aux exercices spécifiques. Sur la diapo, il n'y a pas de sur la diapositive, vous n'avez pas d'informations particulières concernant ces exercices. Donc nous le ferons dans un complément de cours ultérieur. Pour ce qui est des exercices spécifiques, ce sont des éléments issus des actions de compétition ou des mouvements qui les incluent, dans lesquels la force intervient pour une certaine part. Bien entendu, les exercices spécifiques, en réalité, ce sont des éléments gestuels d'action compétitive et qui comportent dont la force est particulièrement déterminante pour la réussite du geste. Ils présentent des similitudes considérables avec les actions de compétition au niveau de la